Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Vous le dites régulièrement, beaucoup d'entre vous souhaitent exercer un métier qui donne du sens, avec des valeurs humaines. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui du métier d'aide à domicile. L'aide à domicile est chargée d'accompagner les personnes âgées ou en situation de maladie ou de handicap sur le plan physique et moral à leur domicile. L'objectif est de leur permettre de rester chez eux grâce à une assistance au quotidien, aussi bien physique que morale. Les formations dans le secteur de l'aide à domicile ont une durée moyenne de 8 à 11 mois avec des périodes de stage obligatoires. Il existe plusieurs diplômes ou titres reconnus par le ministère de l'Emploi pour accéder au métier. Assistant de vie aux familles, accompagnant éducatif et social, agent médico-social, assistant de vie dépendance ou gérontologie. Ces formations sont ouvertes à tous sur critères de motivation, sans condition d'âge ou de diplôme, que vous ayez déjà travaillé ou non dans le domaine. Un secteur en pleine expansion, car la région Grand Est estime que d'ici 20 ans, un tiers de sa population sera composée de personnes âgées. On comprend donc mieux pourquoi la quasi-totalité des étudiants apprenants qui suivent la formation trouvent un CDI avant même la fin de leur formation. Vous êtes dynamique, autonome, vous aimez le contact humain, vous cherchez un métier qui bouge où on ne s'ennuie pas, pensez au métier d'aide à domicile et formez-vous à un métier qui recrute. Pour les demandeurs d'emploi, la formation est intégralement financée par la région Grand Est. En suivant une formation financée par la région, vous devenez stagiaire de la formation professionnelle. Les avantages, aucun frais pédagogique n'est à votre charge, vous pouvez percevoir une rémunération mensuelle et vous pouvez bénéficier d'aides financières au transport, à l'hébergement ou encore pour la garde de vos enfants. Vous découvrirez bientôt ici le témoignage de Monique qui s'est reconvertie pour devenir aide à domicile grâce à la région Grand Est. En attendant, renseignez-vous dès maintenant sur la formation et les financements par la région sur www.formationsansS.grandest.fr. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Léna. Après avoir travaillé comme professeure des écoles en primaire, Léna est devenue tatoueuse. Très créative et passionnée de dessin, Léna se dirige vers une formation pour devenir graphiste. Malheureusement, elle ne trouve pas de job à la fin de ses études dans un marché saturé. Elle devient surveillante dans un collège pour pouvoir payer son loyer. C'est ce contact avec les élèves qui lui donne envie de devenir prof. Léna sera professeure des écoles au niveau maternel et primaire pendant 3 ans. Elle adore le contact avec les enfants, leur joie de vivre, mais sera finalement dégoûtée par les affectations aléatoires et la désorganisation du rectorat. Aujourd'hui, Léna exerce un métier beaucoup moins conventionnel puisqu'elle est tatoueuse depuis 2018. Elle travaille dans le salon Patatou à Antibes. Alors avec Léna, on a évoqué son quotidien de maîtresse d'école, sa désillusion de l'éducation française et des lois d'affectation, les jugements de la société face à son métier non conventionnel de tatoueuse, comment se faire sa clientèle dans un milieu très concurrentiel et ses meilleures anecdotes de tatouage. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Léna. Bonjour Léna, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, du coup, je m'appelle Léna. J'ai 38 ans. Je vis à Antibes et je travaille également à Antibes. Je suis tatoueuse, voilà, depuis 5 ans. Alors, je suis trop contente parce que en 140 épisodes, quasiment, on n'a jamais eu de tatoueur-tatoueuse. Donc, c'est une première. Donc, je suis vraiment super contente. Pour les auditeurs qui voudraient te suivre sur Instagram, ton pseudo, c'est Manouchka-Inc. Où on voit un peu toutes tes créations. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Tu avais un métier beaucoup plus conventionnel. Alors, est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu rapidement tes études et puis ton premier métier puisque tu étais professeur des écoles? Alors, effectivement, à la base, j'ai quand même une formation en art. J'ai une licence en art communication visuelle
Et j'ai très vite bifurqué plutôt dans des métiers de l'enseignement, enfin de l'éducation à la base. Et j'ai passé le concours de professeur des écoles en reconversion aussi. Et j'ai enseigné pendant 3 ans en région parisienne. Et j'ai arrêté en 2018, voilà, pour devenir tatoueuse. Alors, donc, tu avais déjà une formation en art, tu te destinais plutôt à devenir, voilà, faire plutôt de la communication visuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, t'as pas trouvé de job? Alors voilà, c'est vrai que ce sont des métiers qui ont été à la mode. Peut-être qu'ils le sont toujours, mais en tout cas, à mon époque, je parle de ça en 2008, c'était des métiers vraiment un peu en effervescence. Donc moi, j'ai toujours une passion pour le dessin. Je me suis dit, allez, je me lance faire des études dans le graphisme. Finalement, une fois qu'on a son diplôme, le milieu professionnel, il est plus compliqué qu'on le pense pendant les études. Et il y a très, très peu d'offres d'emploi qui correspondent à notre diplôme. Hmm. Toi, tu te destinais à faire quoi exactement? Alors, graphiste. Moi, j'ai fait vraiment une formation de graphisme. J'ai essayé de me spécialiser aussi un peu en web design. Enfin, c'était le début. Maintenant, c'est quasiment obsolète, en fait, ce que je suis en train de dire, parce que le métier a tellement évolué depuis que ça n'a plus de sens maintenant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un peu la désillusion? T'as pas trouvé de job? Ça a été la grosse désillusion. En fait, on était mais quasiment la totalité des gens de l'école ont eu beaucoup de mal à trouver du travail dans cette branche. Moi, malheureusement, j'avais pas la possibilité de chercher du travail pendant 6 mois sans revenu. Enfin, j'avais déjà un logement à gérer, tout ça. Donc, je me suis rabattue sur des petits boulots du type surveillante en collège. J'ai été gouvernante aussi pendant quelques années et je me suis retrouvée à travailler avec des enfants, en fait, enfants et adolescents. Ouais, un peu par hasard, en fait. Oui, un peu par hasard. C'est des jobs assez faciles d'accès dans le sens où on ne demande pas forcément de qualification, enfin d'études. C'est juste plutôt sur le profil et donc j'ai trouvé assez rapidement. Et finalement, ça s'est bien passé. Alors, j'étais contente en fait de ce choix. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir professeur des écoles? Parce que tu aurais pu rester comme ça, surveillante un petit moment. Alors déjà le métier de surveillant, c'est pas non plus un travail très très bien payé. C'est difficile. Je pense que quand on est même à plein temps, on dépasse pas peut-être les 1 000 € par mois. Enfin, c'est en tout cas à l'époque où je travaillais. Après, il y a sûrement eu des évolutions, mais moi c'était mon cas. Donc c'est difficile quand même de rester sur du long terme. D'autant plus que ce sont des contrats qui sont normalement définis sur 6 ans maximum. Donc on peut pas le renouveler éternellement. Et moi, je suis tombée dans une école, enfin dans un collège pendant une année avec une CPE qui était vraiment super, qui m'a délégué pas mal de travail. On va dire, j'étais moins en surveillance, mais j'étais plus en bureau, enfin, plus à gérer du secrétariat. Et la principale du lycée, enfin du collège, m'a aussi donné la possibilité de gérer des projets en art plastique avec les élèves. Donc ça, c'était top. Et du coup, la CPE m'a un peu motivée en me disant, mais tu devrais passer le concours de CPE, tu serais super là-dedans. Et moi, je me suis pas vue faire CPE de suite. Je me suis dit, je suis trop jeune pour gérer les conflits, enfin que des conflits avec les parents, les élèves, voilà. Donc j'ai essayé de trouver une alternative et ça a été de passer le concours de professeur des écoles. Bah, peut-être si tu peux nous expliquer comment passer le concours déjà. Bien sûr. Alors déjà, j'ai fait avec une validation des acquis par rapport au diplôme parce qu'il faut rentrer avec une licence en master 1. Donc moi, j'ai fait valider ma licence en art et j'ai pu intégrer du coup le master 1. Je suis partie sur Lyon parce qu'en fait, ce système de validation des acquis, il est pas, enfin, à l'époque où je l'ai passé, en tout cas, c'était pas disponible partout, pas dans tous les IUFM. Donc moi, j'ai choisi de retourner sur Lyon parce que j'avais déjà fait une année là-bas et que j'avais adoré la ville. Donc là, je suis rentrée en études. C'est un cursus d'1 an. Donc là, on est vraiment, c'est du scolaire. Hein. J'ai réappris à faire du français, des maths. Je suis repartie à zéro. Voilà, je me suis retrouvée avec des gens beaucoup plus jeunes que moi et avec un niveau scolaire largement au-dessus. Alors oui, et comment t'as fait pour financer cette année de reprise d'études? C'était un peu compliqué. Alors, vu que j'avais travaillé en amont, j'ai eu le droit par Pôle Emploi à mon chômage. Donc, c'était pas une grosse somme puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, quand on est surveillant, on gagne pas non plus des milliers des cents. Donc, ça a été calculé sur ça. Donc, j'ai réussi quand même, c'est quand même très bien, à avoir l'équivalent de 700-800 € par mois pour
pouvoir payer une partie de mon logement. Et après, le Master 1, lui, est gratuit. On a juste des frais d'inscription à la fac, en fait. Et donc, comment ça s'est passé peut-être ton premier stage en école, la première fois que tu t'es retrouvée face à une classe? La première année, on nous met déjà en immersion dans une classe. On est par groupe de trois étudiants et on nous fait un stage d'observation pendant une semaine. Donc là, ça nous permet de voir un petit peu comment ça se passe, d'observer un peu le comportement des enseignants. Voilà. Et la deuxième année, c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'on est direct en fait affecté à une classe. On passe le Master 2 en même temps qu'on est dans une classe en tant que stagiaire. Et alors, comment ça s'est passé la première fois que tu t'es retrouvée face à une classe? Parce que c'est pas évident de se retrouver face à 20, 25 enfants. Alors, bizarrement, vu que j'avais été surveillante en collège, j'avais eu l'habitude de me retrouver face à des permanences de 40 élèves avec des collégiens qui font beaucoup de bruit. Donc, finalement, j'étais là, des petits CE1 à côté, c'est mignon. C'était bien plus facile, surtout qu'on arrive avec une posture d'enseignante. Donc, du coup, les enfants ont l'habitude quand même de se tenir plus correctement qu'avec le surveillant ou la surveillante en permanence. Donc, c'était un peu plus simple. Et ce qui a été un peu difficile, on va dire, c'est que moi, j'ai été affectée la première année à une classe de maternelle. C'est vrai qu'on a un peu livré à nous-mêmes dès le début. Avec des tout petits, c'est dur pour cadrer, on va dire, une journée type. Ça a été compliqué. Il m'a fallu quand même une semaine ou deux avant vraiment de mettre en place des rituels et de me sentir à l'aise dans la classe. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec la maternelle de façon générale, mais c'est plus compliqué. Enfin, ça a été plus compliqué pour moi. Après, t'as fait quel niveau? Alors moi, j'ai eu l'année d'après des CM1. C'est plus simple pour moi, enfin je trouve. Et la dernière année, alors là, c'est là que ça a été l'hécatombe. Sur 2 écoles différentes, j'ai eu du CE1, CM2 dans la même classe, du CE2, CM1 le mardi, du remplaçante le mercredi, le jeudi du CM2, un vendredi sur 2 la classe du lundi, un vendredi sur 2 la classe du jeudi. Voilà. On dirait une blague tellement c'est... Des fois, je me dis, je voudrais faire des conférences sur l'éducation nationale et le système en France, parce que je pense qu'on marche sur la tête quand même. Non, c'est pas une blague. Juste la petite question que j'avais avant, c'est quand t'es professeur des écoles, du coup, tu peux être à la fois pour maternelle et pour primaire. C'est Exactement. Ça va de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Et t'es affecté au hasard, quoi. Au hasard, exactement, sur plusieurs niveaux, potentiellement sur plusieurs écoles, ou remplaçante longue durée ou courte durée. Voilà, c'est très aléatoire. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ton quotidien avant que ça soit l'hécatombe? Ma première année avec les maternelles, ça a été compliqué. Pas pour les élèves, ça se passait très bien en soi, mais moi psychologiquement, je pense que j'étais pas adaptée aux petits pour plusieurs raisons en fait. Mon tempérament, ça collait pas. Ma voix, elle était clairement pas assez douce pour des enfants de 3-4 ans. Enfin, l'énergie que je dégageais, pour moi, elle était pas en accord avec la classe que j'avais. Alors, en soi, j'appliquais les programmes, ça se passait bien, je m'entendais bien avec mes collègues. Enfin, voilà, mais je me sentais pas à ma place. Vraiment, cette année, je me suis posé beaucoup de questions. En plus, l'affectation, elle a été difficile au niveau du lieu géographique. Enfin, j'ai vraiment changé du tout au tout ma vie. T'étais à Paris, du coup? Alors j'étais à Paris, mais j'étais en banlieue proche. Je vivais sur Trappes et j'ai été affectée sur une petite ville à côté, à Guyancourt. Voilà, c'est un peu tristoun. Après, moi, je viens d'Antibes, donc c'est vrai que j'étais un peu triste. Je me levais le matin, j'allais en classe, j'étais avec des enfants, voilà, de 3-4 ans. Au niveau communication, c'est pas hyper pour moi, hein, pour ma part, c'était pas hyper fun. Et je finissais assez tôt ma journée, je rentrais à Trappes, j'avais pas forcément des amis donc cette année elle a été compliquée. Franchement, elle a été compliquée en termes vie professionnelle et vie sociale. Mais bon, j'ai tenu bon quand même. Ouais. Ce qui est difficile en fait, c'est que t'es affecté pour 1 an, donc tu te dis il faut tenir 1 an avant que ça change, quoi. Exactement. Alors ça va que cette année-là, finalement, j'étais à mi-temps parce que je passais mon master 2 et on devient titulaire de la fonction une fois qu'on a validé la partie pro, donc avec des conseillers pédagogiques qui viennent en classe faire des pseudo-inspections, on va dire, des rapports, et après valider aussi son master 2. Et après, là, on est titulaire de la fonction. Et alors, ça s'est mieux passé l'année d'après avec les CM1, c'est ça?
Oui, après j'ai été affectée dans une classe de CM1 dans un petit village dans les Yvelines. Là du coup je me suis sentie un peu plus à ma place. C'est assez simple d'avoir une interaction, je trouve, avec des plus grands. On prépare notre journée, on a un cahier journal qui définit en fait ce qu'on va enseigner aux enfants pendant la journée. Tout est bien réglé, chronométré. On arrive, on sait ce qu'on fait. Voilà. Il y a moins de surprises peut-être. Pas de surprise, ça roule. Quand on a des interactions avec les enfants, ça marche, ça fonctionne. Ça s'est très bien passé. Cette année-là, vraiment, j'ai rien à dire. C'était une classe pas très chargée, c'était des bons élèves. Enfin, j'avais des super collègues, vraiment rien à dire. C'est quoi le quotidien peut-être d'un prof comme ça quand ça se passe bien? Peut-être, tu vois, la préparation des cours, un petit peu, comment ça se passe ta semaine? Alors, il y a une grosse partie de préparation, surtout au début, parce qu'on découvre. Je pense que quand on est enseignant depuis quelques années, on commence à avoir un peu des classeurs un peu remplis et on est rodé, en fait. On connaît le programme, même s'il change. Il change sur les grandes lignes, ça reste le même. Donc, il y a toute une partie préparation. Généralement, ça se fait le soir, forcément, après les heures de cours, où on prépare déjà sur du long terme. Ça veut dire peut-être sur un trimestre, les séquences, donc divisé en séances pour répondre aux apprentissages que doit avoir un élève de tel niveau. Voilà, donc on prend matière par matière et on prépare ça à l'avance. Voilà. Après, bien sûr, il y a des inattendus sur le moment, mais en tout cas, on a une espèce de fil conducteur sur l'année qu'on prépare à l'avance et qu'on découpe quasiment jour par jour. Où on revient la veille pour le lendemain, préparer les photocopies qu'on doit faire, mettre en place toute la logistique pour que quand on arrive devant les élèves, ça soit cadré nickel, quoi. Et plus qu'à dérouler. Qu'est-ce qui t'a plu peut-être et qu'est-ce qui t'a moins plu? Moi, j'ai adoré ce travail, travailler avec les enfants. Je fais peut-être partie de ceux parce que j'ai été confrontée un peu aux deux sons de cloche. On m'a dit, oh, t'as été affectée en banlieue. Oh là là, ma pauvre. Et en fait, je suis là, oui, mais les Yvelines, c'est la banlieue, mais c'est pas, je suis dans un petit village très tranquille. C'est tranquille, quoi. Les enfants, oh là là, tu dois être saoulé à la fin de la journée. Non, moi, pas du tout. J'arrivais le matin et même quand on n'a pas trop le moral, le fait de voir 25 enfants qui sont là, qui nous attendent un peu, sont trop contents de nous voir, ils sont toujours de bonne humeur, même sur les grondes, un quart d'heure après, ils ont oublié, il y a une espèce de truc comme ça, c'est simple avec les enfants, j'ai beaucoup ri aussi, pendant la journée, il y a des phrases qui sortaient, je vais les noter dans un calepin, moi je faisais rire mes amis le soir en rentrant, en leur racontant les anecdotes de la journée, c'est plein de vie. C'est plein de vie, exactement. Et bien sûr, la partie plus importante, la transmission de savoir, c'est super de les voir évoluer, de voir à quel point des fois ils partent de rien sur quelque chose et l'évolution au cours de l'année, au cours des mois où je me dis c'est super, j'ai mis en place ce projet, j'ai réussi à faire ça et ils sont super en fait, ils ont réussi à acquérir des choses. Et des fois je me rendais pas compte, je faisais une rétrospective entre le début de l'année et la fin de l'année et je me dis oui, en fait il y a un gros changement et j'ai fait partie de ce changement, donc ça c'était super. Ouais, c'est une fierté. Oui. Et alors, quelle a été la désillusion? Alors, mis à part la blague de l'organisation de la dernière année. Au final, ça n'avait pas été le pire. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu un trop-plein? Moi, j'ai un gros problème, avec plusieurs choses, avec le fonctionnement de façon générale. Alors oui, il y a ces systèmes d'affectation, tout ça. Moi, faut savoir que quand j'ai été affectée sur la deuxième école, il y a quand même une erreur où j'avais déménagé en suivant l'affectation. J'avais fait part de l'erreur. Je m'étais rendu compte que c'était pas OK là où on m'avait envoyé. Du coup, j'avais fait un mail. Alors c'est au rectorat ou je sais plus. En tout cas, la personne qui gère ça. Et elle m'avait dit occupez-vous de vos affaires et faites ce qu'on vous dit de faire. Très bien. Du coup, j'ai déménagé, j'ai changé d'appartement parce que les Yvelines c'est grand. Je me suis retrouvée à payer des frais de déménagement. Tout ça, je fais ma rentrée scolaire dans une école et on m'appelle au bout d'un jour en me disant en fait on s'est trompé et en fait comme il n'y a plus de postes disponibles sur vos demandes, on vous envoie à 1h30 de route. Alors là c'est pas possible. Non, je viens de déménager, je viens de tout mettre en place, on ne me demande pas de tout quitter pour aller à 1h30 de route parce qu'ils se sont trompés. Heureusement, j'ai fait appel aux syndicats qui m'ont aidé, ils ont réussi à me donner un poste et là ce qui est dingue, c'est que le poste que j'ai récupéré, au lieu de le réserver à une personne qui a le concours comme moi, il l'avait donné à une vacataire. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas le concours et qui postule et qui a un poste en or en fait dans un village avec une classe de 20 élèves de CM1 avec des super conditions quoi. Et finalement, moi qui ai passé le concours, je me retrouve avec une affectation nulle, loin, qui correspond à rien, quoi. Donc là, tout doucement, j'ai commencé à me dire, il y a quand même des petits trucs qui fonctionnent pas hyper bien.
Voilà. Et surtout, les interlocuteurs que j'avais, c'était très dur avec eux. Pour que je fasse appel au syndicat, j'ai pas du tout envie de faire ça. Enfin, je pense que ça pouvait se régler en interne. Et finalement, non, j'ai dû faire appel à des gens qui m'ont aidé. Avec du bon sens, tu te dis que ça pourrait marcher, mais en fait, c'est pas le cas, quoi. Non, c'est pas le cas. Et puis, quand il y a quelqu'un qui est fermé derrière, c'est pas possible. Et puis, du coup, je pense que cette personne, bizarrement, elle a dû me prendre en grippe. Parce que après, vu l'affectation que j'ai eue l'année d'après, je me dis, enfin, il y a de l'acharnement, quoi. Et alors, l'histoire des vacataires qui ont des meilleurs postes, t'as l'impression que c'est fréquent? En tout cas, en région parisienne, oui, parce que je suis pas un cas isolé à le dire. Le système, il est assez complexe. C'est vrai que c'est pour ça que les gens sont pas forcément au courant de comment ça se passe derrière. Quand on me dit il manque des enseignants, il y a des enseignants pas remplacés. En fait, faut savoir que lorsqu'on est enseignant, du coup, on a le droit à demander un mi-temps si on a plus de 2 enfants, il me semble. Après, là, je parle toujours de mon époque. Ça évolue tellement en peu de temps que les choses peuvent changer. Hein. Je veux pas qu'il y ait des gens derrière qui ah non c'est pas comme ça. Voilà, je parle en tout cas au moment où j'y étais. Ce qui veut dire que certaines femmes enseignantes, elles ont un jour en plus de repos. Donc forcément, ce jour-là, faut qu'il soit comblé par un enseignant ou une enseignante. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle des gens, comme j'ai été moi, pour combler ces postes à trous. Voilà. Ce qui veut dire que des gens qui ont le concours ne sont pas affectés sur des postes à plein temps avec une classe, mais sont pris pour combler des trous. Mais il reste toujours ces postes à plein temps sont donnés parfois à des vacataires. Au lieu de prendre, enfin je trouve plus judicieux de prendre une vacataire et de la mettre sur une journée par semaine où ça a moins d'impact, par exemple sur la semaine de l'enfant, non, ils préfèrent leur donner des postes fixes et mettre des enseignants titulaires sur des postes de remplacement. Voilà. J'avais du mal à comprendre, quoi. Comment c'était possible d'en arriver là, surtout qu'après on se retrouve avec des classes où les élèves sont en double niveau avec 2 enseignants. Et au même titre que quand des enseignants sont absents, bah, du coup, il manque de remplaçants parce qu'ils sont tous pris pour combler, pareil, ces mêmes trous. Enfin, c'est un peu un engrenage, quoi. Finalement, le système, il a du mal à fonctionner correctement. Mais j'ai l'impression, pour parler à des gens, moi je suis dans le sud-est de la France, que c'est peut-être un petit peu moins le cas, je sais pas. J'avais l'impression que peut-être la masse en région parisienne amenait plus ce genre de problème. Il y a plus de personnes, en fait. Donc, je sais pas, peut-être les mouvements étaient plus compliqués à gérer des enseignants. Oui, il y a plus de désorganisation du nombre. Et donc, quand tu as eu cette classe avec tous les niveaux, c'est là que tu t'es dit que tu pouvais plus faire ça? Alors même pas. Même pas. Bon, je reçois mon affectation avec donc ces 2 écoles dans la même ville. Ce sont 2 écoles en fait qui est au milieu d'une petite cité dans une ville assez bourgeoise, mais pas très loin l'une de l'autre. Donc je me dis c'est bien au niveau de l'organisation, je vais pas j'ai pas besoin de courir à droite, à gauche parce que en fait des fois on a des réunions avec un directeur après que la directrice, donc faut arriver à se dédoubler. Donc finalement je me retrouve dans cette école avec 2 super, un super directeur et une super directrice de l'autre côté, avec des super collègues également. Et je me retrouve à être bipolaire là. J'ai pas le choix. On m'apprend que le lundi, j'ai une classe de 17 CE1 et de 10 CM2. Voilà, donc là, c'est une grosse classe, de façon générale, même en niveau simple. Et là, c'est du double niveau avec un enjeu. Les CM2, faut les faire passer au collège et qu'ils soient compétents pour des petits sixièmes, et des CE1 qui sortent d'un apprentissage CP. Donc tout est frais, quoi. La lecture, c'est frais, l'écriture. Donc aussi, il y a un gros enjeu avec ces élèves. Finalement, ça s'est très, très, très bien passé. Mais c'est vrai que je sortais d'une journée, j'étais rincée, vraiment, lessivée de ma journée parce que j'avais 2 tableaux, un de chaque côté. Je faisais un enseignement pour un, pendant que je laissais en autonomie, je faisais pour l'autre, et c'était comme ça toute la journée. Une fois que cette journée était terminée, je partais dans l'autre école le mardi, et là j'avais une classe de CE2, CM1. Ça se passait bien. CE2, CM1, c'est-à-dire que c'est plus proche en termes de niveau, au niveau des programmes, ça se rapproche un petit peu, donc c'était gérable. Le mercredi, j'allais dans mon école de rattachement et on m'appelait le matin à 8h15 pour me dire où est-ce que j'allais remplacer un enseignant malade. Voilà. Donc je partais, j'arrivais dans une école. Ça, franchement, c'est ce que j'ai le plus détesté parce qu'on arrive, personne nous accueille, les autres enseignants. Franchement, je suis tombée à chaque fois sur des équipes horribles. Vraiment, je trouve que eux, en fait, ils sont dans leur petite routine. Nous, on arrive, on est là, on connaît rien en fait. On sait même pas où est la salle des profs, on sait pas où sont les toilettes, on sait rien. Et on nous lâche un peu comme ça, avec une classe, un niveau. Faut qu'on leur fasse, faut qu'on les occupe parce qu'on n'a même pas le droit de leur faire de l'enseignement pendant cette journée. Faut les occuper. Voilà. Ça, c'était le pire. Et après, le jeudi, je retournais dans l'école du mardi. J'avais une classe de CM2
Et un vendredi sur 2, j'avais la classe du jeudi, un vendredi sur 2, la classe du lundi. Voilà. C'est marrant parce qu'en en reparlant, tu revis. Hein. Ça se voit que t'es encore... Ça a été super sport. Et on va dire ce qui m'a permis de tenir, c'est que j'avais des collègues qui étaient vraiment super. Tous, dans les 2 écoles, je suis tombée sur des gens super, très empathiques, très dans l'entraide. Je me suis sentie épaulée parce que je pense que eux, pour le coup, ils comprenaient ce que c'était, ce que j'étais en train de vivre. Et pareil, le directeur et la directrice, super aussi. Donc ça m'a permis de voir les choses différemment. Voilà, de venir. Et puis du coup, forcément, comme ça se passe bien, j'étais contente de venir enseigner, et on mettait de côté un peu le côté organisation, où vraiment là, quand les gens disent oui, mais les enseignants, vous avez tout le temps des vacances ou tout le temps, en vrai, j'arrive à 7h30, je préparais, j'avais pas le temps de préparer tant que ça à l'avance, j'avais tellement une charge de travail que de chaque minute que j'avais de repos avant de commencer les cours, entre midi et 2, je prenais pas de pause déjeuner, on était tous en train de travailler. Le soir, je restais, je travaillais, et les vacances, je travaillais. Donc ça n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Hein. Et ce que je voulais savoir, c'est les histoires d'affectation. C'est comme ça pendant combien de temps? Au bout de combien de temps on peut espérer, tu vois, avoir un peu plus de stabilité? Alors, jamais. Jamais, franchement. C'est pas du tout comme dans le collège, où on entend souvent cette phrase « Oui, c'est normal, t'as une mauvaise affectation, mais dans quelques années, t'auras les points pour revenir. » Alors, en école élémentaire, c'est un peu plus long, le système de points est très long. Moi, ce qui m'a un peu découragée, c'est quand j'ai entendu des collègues à moi, ça faisait peut-être 15 ans qu'elles étaient dans cette école, et ça faisait 8 ans qu'elles demandaient une affectation, elles l'avaient pas. Là, j'ai commencé à me dire, ça commence à être compliqué, et je commence à avoir de plus en plus de gens qui me tenaient le même discours. « Ah, tu sais, moi, ça fait 15 ans que j'attends. Oh, tu sais, moi. » Là, j'ai commencé à me dire, ok, ça va être compliqué de sortir de l'académie, de sortir de ce poste. Et en gros, l'affectation qu'on a au départ ne dépend pas de notre classement. C'est vraiment très aléatoire. Quelqu'un qui peut avoir son concours avec 10 de moyenne peut se retrouver dans un poste à côté de chez lui avec une classe la même et y rester. Il y a vraiment un côté comme ça assez injuste où moi finalement, bon, j'ai eu mon concours, je pense, j'ai dû avoir 15 de moyenne, un truc comme ça, donc j'ai quand même, j'étais pas ridicule, et je me suis retrouvée avec des affectations horribles dans lesquelles j'allais plus sortir. Et j'ai des copines à moi avec qui on a passé le concours qui, elles, par exemple, se sont retrouvées en REP+. Donc ce sont des classes finalement où il y a moins d'élèves, où il y a plus d'aide. Du coup, il y a plus de moyens qui sont donnés à ces élèves, et l'enseignant gagne plus. Voilà. C'est les nouvelles ZEP, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Donc finalement, j'ai postulé au même travail et je me retrouve à gagner peut-être des fois 300-400 € de moins, avec finalement un emploi du temps, moi, qui est horrible, enfin, où j'ai une surcharge de travail, au même titre que ceux qui sont infectés comme remplaçants longue durée sur des congés maternité ou des maladies longue durée d'enseignants. Ils vont rester sur une classe pendant des fois quasiment 1 an. Eux, ils ont une prime aussi pour dédommager le fait qu'ils soient remplaçants. Voilà, c'est un petit peu ce côté injuste où je me dis finalement, avec le même diplôme, on n'a pas tous accès aux mêmes choses après. Oui, il y a un côté très aléatoire. Et alors, comment t'as pris la décision? Tu t'es dit, à la fin de l'année, je change? Je voulais rester dans l'école finalement, où j'avais les 12 000 affectations. J'étais pas si mal avec mes collègues. Je me suis dit, je me tends bien. On a fait un courrier à l'inspection. Le directeur a demandé à ce que je reste là parce qu'on avait mis en place des projets avec des IME et qu'on voulait en fait continuer l'année d'après, etc. J'ai reçu mon affectation du coup, je sais plus, c'est en juillet. Et là, j'ai demandé que de l'élémentaire, je me retrouve qu'avec la maternelle. On m'a changé tous mes postes, on m'a changé de ville une nouvelle fois. Vraiment, on m'avait mis l'inverse total de ce que j'ai demandé. Là, c'était la goutte d'eau, quoi. C'était la goutte d'eau. J'ai rencontré la fille qui a pris mon poste, en fait, qui a repris toutes mes... Et elle m'a dit, c'est marrant parce que moi, j'avais exactement demandé ce que toi, tu as. Mais exactement, elle était sur ces écoles avant, elle était... Et elles, ils m'ont donné ce que moi j'avais, et moi j'ai repris ce qu'elle... Enfin, Là, je me dis, c'est pas possible, c'est fait exprès. On marche sur la tête. Marche sur la tête. Donc j'ai envoyé un mail à l'académie, à la personne en charge, elle m'a pas répondu. J'ai pris 1 mois pour bien réfléchir, et je me suis dit, en fait, je peux plus, j'arrête. Leur système me convient pas, leur façon de fonctionner me convient pas. Au lieu d'avoir toujours cette espèce de boule au ventre, parce que je déteste l'injustice et cette façon de fonctionner qui est débile, j'ai préféré dire, j'envoie un courrier. J'ai dit que je démissionnais. Elle m'a appelé dans l'heure.
Elle m'a demandé si quand même j'allais venir les rencontrer, bien évidemment que j'allais pas partir sans m'expliquer auprès d'eux. Donc je suis revenue, j'ai eu un entretien avec l'inspecteur qui était un peu surpris, il a regardé un peu mes rapports et il m'a dit j'ai du mal à comprendre, vous êtes apprécié, vos rapports du conseiller pédagogique sont super, est-ce que vous êtes sûr de votre choix? J'ai dit je pense. Il me dit qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis? D'avoir un poste qui correspond à ce que j'ai demandé. Il a dit malheureusement je peux pas vous le donner, mais en rigolant un peu. Et clairement il se moquait de moi. Hein. Enfin il m'a dit mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je dis je vais faire du tatouage. Et là il a rigolé. Il m'a dit d'accord, très bien. Voilà, ça s'est fini comme ça. Franchement il m'a reçu pas méchamment, mais c'était tellement ironique. T'as pris de haut, ouais. Ah mais tellement. Pas du tout méchant, hein, mais c'était vraiment surtout que j'avais des contacts avec mes anciennes collègues dans l'école où j'étais et qui me disaient que c'était compliqué pour elles parce que les postes que j'avais demandés, donc c'était des nouvelles enseignantes qu'ils avaient récupérées, et elles les avaient pas tenus. Parce que c'était quand même des classes difficiles, hein. Moi j'étais là, c'est tout beau tout rose, mais c'était des classes difficiles. Et elles sont parties. Il y en a 2 qui sont parties, donc il y avait 2 postes vacants. Au moment où je voyais l'inspecteur, il y avait même pas ce poste qui était vraiment, tout était encore possible. Ils auraient même pu me rappeler un mois après en me disant en fait il y a un poste qui est disponible. Non, ils ont préféré rester sans enseignant. Oui, puis tu te dis même on pourrait peut-être faire des systèmes d'échange, tu vois, entre les 2 personnes. Si vous voulez toutes les 2 finalement l'inverse, autant échanger. La question que j'avais, c'est est-ce que tu t'es posé la question de ne partir dans des écoles privées? Ou là c'est plus facile justement parce que tu peux choisir ton école, voilà ta classe. Alors oui, je me suis posé la question après. La seule chose, c'est qu'en fait, quand on passe le concours, on est tous sur le même banc pour école privée, école publique. Donc, c'est juste une case qu'on coche. Voilà, c'est comme pareil pour les parents qui disent le privé, en fait, on a la même formation. C'est au moment de l'examen, on coche une case. Donc moi, j'ai coché public. Quand j'ai démissionné, je me suis renseignée quand même s'il n'y avait pas une possibilité d'intégrer le privé. Et en fait, la démarche, elle était quand même assez longue et j'ai renoncé. J'ai postulé également dans le secondaire comme vacataire pour professeur d'art plastique, vu que j'avais une formation. J'ai pas eu de suite. Alors qu'il y avait des postes vacants et j'ai pas eu de suite. Ça m'a un peu fait mettre de côté le système éducatif. Ouais, tu t'es dit c'est trop compliqué, ça marche pas du tout, je pars quoi. Et les tatouages alors, raconte-nous d'où ça te vient, comment t'as commencé à faire du tatouage, parce que donc à ce moment-là, tu savais déjà que t'allais faire du tatouage. Oui, parce que j'avais commencé quelques années avant, même avant d'être enseignante. Mon papa m'avait offert une machine et comme j'adorais le dessin, j'avais voulu essayer sur des fausses peaux. Puis après, ça a dérivé sur des amis. Chose à ne pas faire, voilà, mais bon, je l'ai fait. Et ton père t'avait offert ça parce que lui en fait? Lui, il avait eu une machine à tatouage plus jeune et qu'il a toujours dessiné et qu'il savait que j'adorais ça. Enfin, j'avais toujours un rapport à, je sais pas, genre, le tatouage, ça m'a toujours plu. Et du coup, il m'avait offert ce kit et j'avais essayé directement sur moi et sur des photos et puis sur plein de cobayes et voilà. Et après, j'avais un peu laissé tomber parce que ça a été marrant pendant un moment et j'avais mis ça de côté. Et c'est en fait quand j'ai démissionné, c'est un ami à moi qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça? Mais pourquoi tu te lances pas là-dedans? Je lui ai dit mais ça va être compliqué, je sais pas par où commencer, je sais pas où aller voir, je sais pas. Et alors il m'a donné le contact d'un ami à lui. Bon finalement ça l'a pas fait. Et moi en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon cousin, mon grand cousin a un salon de tatouage depuis 30 ans sur Antibes, mais j'osais juste pas lui demander. Je lui ai dit il va me rironner si je lui demande. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai envoyé un pavé énorme pour lui dire que je voulais faire ça. Il m'a vu en entretien et là il m'a découragée vraiment quoi. Il m'a dit tu n'y arriveras jamais, il y a beaucoup de concurrence, faut que tu aies ça comme formation hygiène, faut que tu aies ça comme matériel, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu aies un book. Et j'ai pas baissé les bras pendant 1 an, j'ai fait que ça. Je me suis formée, je me suis entraînée sur des fausses peaux, j'ai refait mon book, j'ai passé ma formation hygiène, j'ai acheté le matériel. Enfin ça a vraiment pris 1 an pour qu'ils me disent OK, ça y est, tu peux venir. Et c'est trop drôle l'histoire des fausses peaux, parce que j'étais pas du tout au courant. C'est comme du papier, mais style peau. Alors, c'est des morceaux de silicone rectangulaires qui vont reproduire l'effet de la peau. Alors, c'est pas totalement pareil, mais ça permet quand même de s'entraîner et d'avoir un support pour s'essayer avant de commencer sur quelqu'un. Donc, tu t'es fait toi-même ton premier tatouage? Oui, alors mon tout premier, non, on me l'a fait. J'étais jeune, mais le premier que j'ai fait sur quelqu'un, c'est sur moi.
Et comment ça s'est passé alors? Bien, hein, je l'ai fait sur mon pied. J'ai pris la machine, j'ai tout réglé, j'ai tout installé et je me suis écrit un mot sur le pied. Mais j'y suis allée de façon très sereine et très nette, hein. Franche, j'ai pas du tout tremblé, quoi. Je pense que c'est ce qui m'a aidé d'ailleurs à démarrer rapidement dans ce métier, c'est que j'avais pas une assurance, mais quand je me lançais pour faire quelque chose, j'étais sûre de moi. Je me voyais pas avec la main qui tremble, je le faisais, ok, je vais y arriver, quoi. Ouais, ça va bien avec ta personnalité. Assez fonceur. Donc tu dis que tu t'es formée. Comment ça se passe la formation pour devenir tatoueur? Alors, le vrai du vrai, l'essence du métier, c'est de rentrer dans un salon de tatouage avec alors cette façon, il n'y a pas de papier vraiment légal formation, quoi. C'est on vient, limite je vais dire en tant que bénévole, hein, dans un salon de tatouage et on va être dans une période d'observation des autres tatoueurs et souvent un plus ancien va nous former. Donc ça va être étape par étape, hein, ça passe par des fausses peaux, par son book, puis après des cobayes humains où là ils viennent et on part sur des pièces et qui sont supervisées par la personne et au fur et à mesure on progresse comme ça. Voilà, on apprend sur le terrain. Et ton book, c'est à la fois des dessins et des photos de ce que tu as fait, c'est ça? Alors le mieux c'est de venir avec un book dessiné. Après il y a plusieurs styles de tatou. On va dire que pour des personnes qui vont faire un style plutôt réaliste ou assez travaillé, c'est bien de venir avec des books papier dessinés. Après maintenant on peut aussi numériser parce que c'est vrai qu'on dessine beaucoup sur les tablettes. Je suis venue avec une formation de graphiste, donc j'ai une tendance à faire des choses assez épurées, des tatous plutôt minimalistes, plutôt des illustrations qui ressemblent à ce que je faisais quand j'étais graphiste. Donc forcément ça fonctionne mieux en version numérique que dessiné à la main. Voilà, même si je sais le faire parce que c'est ma formation, mais ça va être des petits dessins. On essaye de s'éloigner de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, de Pinterest, même si on est fortement influencé, hein. Et les artistes tatoueurs, c'est un grand mot pour moi. On est plus artisans que artistes. Des courants artistiques et des artistes vraiment en nom propre, il y en a pas non plus des milliers qui sortent chaque année. Oui, c'est toujours une influence artistique, je trouve, reproduite en tatouage. Voilà, sur un univers. Et donc, au bout de cette année, donc, tu as été embauchée dans le salon de ton grand cousin? Alors, j'ai pas été embauchée, il m'a donné une place. Ça veut dire qu'on est tous à notre compte, après, avec des statuts auto-entrepreneurs. On travaille sous une même enseigne. Et voilà, en fait, j'occupe un poste, un espace de travail, en fait. C'est comme une location, entre guillemets, d'un espace... Exactement. Et alors, comment ça s'est passé pour trouver tes premiers clients? Ça a été dur parce que c'est une équipe de 3 garçons qui sont implantés depuis beaucoup d'années. Tous les gens les connaissent tous les 3 et moi je suis arrivée. On me regardait un peu du coin de l'œil. Mon cousin il m'a un peu aidé à me donner des clients sur ce qu'on appelle un peu le tout venant. Ça veut dire des petites écritures, des projets assez simples. Il m'a un peu délégué ce genre de travail. C'était dur au début pour les gens de me faire confiance. Oui, parce qu'un tatouage, tu te dis, faut pas se louper. T'as pas forcément envie d'être avec un débutant, quoi. Voilà, exactement. Et, finalement ça s'est bien passé. Donc les gens sont revenus et après sont revenus par habitude m'ont demandé. Et moi en parallèle j'ai développé mon Instagram où j'ai dessiné de plus en plus, j'ai sponsorisé des publications pour me faire connaître et j'ai commencé à ramener une clientèle en fait qui ne savait pas que le salon faisait ce genre de projet, qui pensait être plus sur du traditionnel et moi j'ai amené peut-être une petite touche un peu plus pas dire moderne parce que j'ai amené une nouvelle clientèle et ces gens après sont revenus, j'ai réussi à les fidéliser. Ça je pense que c'est une de mes forces, vraiment. Les gens que j'ai tatoués à mon arrivée dans le salon, 5 ans plus tard, je les ai toujours. En fait, ils ont pas à le voir ailleurs. Ils sont alors combienième tatouage alors? Il y en a certains, je les ai connus avec 0 tatou et je les ai remplis en 4-5 ans, quoi. Ouais, j'ai suivi le parcours, en fait, les gens, on leur parle, donc je suis leur parcours pro, leur vie, voilà, et par chance, j'arrive à garder, fidéliser ces personnes. À la fin, il y a un climat de confiance, c'est facile, c'est ce qui me rapporte pour prendre rendez-vous, pour avoir les projets, ils se sentent à l'aise, ils se sentent écoutés, et ils viennent passer un bon moment, ils se sentent vraiment à la maison, en fait, quand ils viennent. Oui, parce qu'il y a ça dont je voulais te parler, c'est qu'il y a un gros côté psychologique, j'imagine, parce que quand on fait un tatouage, il y a toujours
en règle générale une signification. Donc j'imagine qu'on vient te voir pour des moments forts un peu de la vie ou des étapes. Et donc la relation justement qu'ils ont construite avec toi, ça doit être assez important. Comment tu gères ça? Il y a peut-être un côté presque psychologue en fait. Alors ça c'est vraiment les deux parce que c'est pas la majeure partie des gens. Il y a des gens qui font vraiment des tatous pour de l'esthétique. Il y en a qui vont faire des choses avec une signification, mais en fait elle est pas si grande que ça. Ils cherchent un prétexte peut-être pour faire le tatou. Et on va dire vraiment cette partie des gens, ça doit être 10% qui viennent avec vraiment quelque chose de fort. Alors moi j'écoute, mais je reste vraiment, on va dire je survole quand même. C'est-à-dire, je suis dans la compassion, il n'y a pas de souci, mais parfois, faut mettre quand même des barrières et ça leur fait du bien, peut-être de me parler, tout ça, et je vais être à l'écoute, mais je peux pas prendre trop d'impact sur moi parce que sinon, à la fin de la journée, je sors, j'ai tous les problèmes des gens, en fait. Parce que des fois, c'est assez lourd. C'est quand même assez lourd. C'est des décès, ça parle de maladies, ça parle de... Je prends un peu de recul là-dessus et après, tout avec bienveillance. C'est-à-dire que bien sûr que ça me touche. Quelqu'un qui fait quelque chose suite à un cancer pour cacher des taches de chimio, bien sûr que c'est touchant. Je peux pas rester insensible à ça. Mais j'essaye de pas trop, moi, amener sur le sujet. Ils me parlent s'ils ont envie de me parler et j'écoute. Voilà. Par rapport à tes projets ou aux projets de tatouage, quelle est la part de toi, ce que tu dessines et ce que les gens proposent, un peu comment ça se passe au niveau de la création? Alors je pense que c'est un peu divisé en 3 ou 4, je sais pas trop. Il y a des gens qui viennent avec tout ce qui est mots, phrases, tout ça. Ça, c'est juste un choix de typographie. On a des sites de référence qu'on leur donne, ils font un choix, c'est assez basique. Ensuite, il y a des gens qui choisissent sur Pinterest. Voilà, je veux ça. Alors, moi, je leur dis toujours... Est-ce que tu souhaites que j'apporte une modification parce que je peux le redessiner, faire un petit changement et pour qu'il soit un peu plus personnalisé. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout, ils veulent ça. C'est comme ça, c'est le tatou qu'il faut se faire en ce moment qui est à la mode, que toutes les copines ont, faut avoir le même. Et d'autres qui me disent ah oui, je suis pas contre et là je peux redessiner. Et ensuite, il y a des gens qui viennent, qui m'exposent leur idée, qui viennent avec des inspirations, des choses qui leur parlent et moi je compose, je fais le dessin de A à Z. Voilà. Et ensuite, la dernière partie, c'est mes flashs. Donc, c'est des petites créations à moi que je propose tout au long de l'année que les gens peuvent choisir. Et la question que je voulais te poser, c'est alors comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que tu gagnes bien ta vie? De ce que tu disais, c'est assez compliqué d'abord de se faire sa clientèle. Il y a beaucoup de concurrence. Mais une fois qu'on a réussi, est-ce qu'on peut vivre confortablement du métier de tatoueur? Oui. On peut. Alors moi, ça se passe bien. Je touche du bois. Pour le moment, je rentre dans mes frais, je me sors un salaire, donc je suis contente. Voilà, j'ai l'agenda qui est plein, donc je vais pas me plaindre. Par contre, c'est vrai qu'en ce moment, on traverse une phase assez compliquée dans le tatouage. Forcément, avec les années, ça s'est très démocratisé. On peut devenir tatoueur du jour au lendemain. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait du mal à cette profession parce qu'ils se sont vantés que très rapidement on gagnait beaucoup d'argent, ce qui a fait penser que sans savoir dessiner et en achetant une machine, on peut se lancer. Donc on a énormément de gens qui se sont mis en tant qu'apprentis dans des salons. Du coup, ça a surchargé la profession, ce qui fait que il y a pas mal, ce que je peux voir sur les réseaux, des messages de personnes qui ont des salons depuis quelques années, commencent à ressentir une vraie difficulté. Voilà. Il y a trop d'offres. Il y a trop d'offres. Il y a des gens malheureusement qui ont tué le métier. C'est un peu comme avoir des commerçants dans une petite ville et d'un coup mettre en plein milieu un supermarché. Pour moi, c'est ce qu'ont fait certains, c'est-à-dire la plupart des salons sont gérés par des managers qui répartissent le travail et qui prennent un pourcentage. Bon, généralement, ça fonctionne comme ça. Plus ils ont de tatoueurs, plus ils récupèrent de pourcentage. Du coup, il y en a, ça a débordé, hein. Il y a trop de tatoueurs sur le marché, trop qui font le même style. Du coup, pour la répartition du travail, ça se bouffe un peu le travail. Et surtout, le pire du pire sur la profession, ça a été l'explosion de ces journées flash tattoo dans les bars, dans les endroits, dans les barbeurs, c'est avec des prix cassés ça fait beaucoup de mal. Voilà. Et là, tout doucement, il y a des gens qui se révoltent un peu justement pour dénoncer ça. Et il y a toujours autant de demandes, par contre? Oui, toujours autant même peut-être plus de demandes parce que voilà, avec Pinterest, Instagram, les gens qui voyaient avant le tatou comme forcément on est obligé de faire des gros tatous sombres, tout ça, là peut-être qu'ils ont une nouvelle image. Donc il y a plein de gens qui franchissent la porte. Ceux qui me disaient moi il y a 10 ans jamais je me serais dit que j'allais me faire un tatouage. Toi, t'as combien de tatouages? Je les compte pas, j'en ai pas.
Alors, j'en ai pas non plus des tonnes et des tonnes. J'en ai pas mal sur les deux bras. Ça reste quand même peu par rapport à certains. J'ai une jambe où il y en a aussi pas mal et une pièce dans le dos, voilà. J'ai quand même la jambe droite qui est quasiment vide. Ah, elle est prête pour la suite. Ouais, bah, la droite, je pense pas. J'aime bien voir ma peau, moi. Et alors, la question que je voulais te poser, on n'en a pas beaucoup parlé encore, mais c'est comment tu as vécu un peu les jugements de ton entourage, de la société, parce que quand on passe d'un métier reconnu socialement de prof à un métier plus voilà atypique, non conventionnel comme tatoueur, comment tu as vécu un peu le passage de l'un à l'autre? Plutôt bien, en fait, sachant que je fais toujours mes choix pour moi. J'ai financé mes études de A à Z depuis post-bac. Donc on va dire tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, je l'ai fait parce que j'ai travaillé, parce que je l'ai payé. Donc j'estime que j'ai zéro compte à rendre aux gens. Voilà. Et quand je fais un choix, je le fais de façon réfléchie. Je suis toujours en train de peser le pour et le contre et de voir comment ça peut aboutir. Donc finalement, quand j'ai pris cette décision, il y a peut-être 2 personnes qui m'ont dit ah quand même c'est dommage. Oui bah c'est dommage, mais je sais pourquoi je le fais. Peut-être que cette personne elle est pas au courant de ce pourquoi j'arrête. Et on va dire que la majorité des gens m'ont plutôt encouragée. J'ai des gens autour de moi, surtout des amis qui eux sont aussi dans l'entrepreneuriat, dans la création. Donc j'ai des gens non qui sont plutôt ça va le faire. Et on sera là pour t'aider. Voilà. Donc ça a été plutôt cool. Et t'as pas vu de différence socialement quand tu dois donner ton métier Si, j'appelle ça moi l'effet barman. Quand on est enseignant auprès d'une certaine partie de la population, ah c'est bien, c'est un métier stable. C'est comme dire à quelqu'un qu'on est médecin, c'est avocat, médecin, enseignant. Bon, j'ai pas le même salaire qu'un médecin, mais c'est une certaine stabilité. On a fait des études et tatoueur. Il y a ce côté un peu plus underground, un peu plus rebelle. Forcément, elle est tatoueuse. D'un coup on devient star. C'est pas auprès des mêmes personnes. C'est marrant. Voilà. Donc, du coup, les gens, des fois, je suis obligée de me justifier. Ah, mais j'ai fait des études avant, j'étais enseignante. Ah bon? Alors là, ils changent de regard sur moi. Oui, c'est la question que je voulais te poser quand t'es au salon de tatouage. Tu dis parfois que t'étais prof avant? Oui, ça m'arrive. Bah, comme on reste des fois pendant 1 heure avec des clients, ça m'arrive de faire leur rapport avec ça. S'ils me parlent des enfants, des choses comme ça, je leur dis ah, j'étais enseignante. Comment ils réagissent? Ah, ça les surprend. Ça les surprend beaucoup. Bah, déjà, j'ai beaucoup plus de tatouages maintenant que quand j'étais enseignante. Après, mon look, tout ça, ma personnalité n'a pas changé, mais oui, ça les surprend. Et alors, comment tu vois la suite? Est-ce que tu te vois maintenant pour toujours tatoueuse? Quels sont un peu tes projets? Honnêtement, c'est difficile à dire parce que je fonctionne vraiment au moment présent. Pour moi, là, en ce moment, je suis à la place que je dois être à cet instant. Je regrette rien. Je suis bien avec moi-même, avec mon travail, avec ma vie. Maintenant, je suis pas à l'abri que dans 5 ans, finalement, j'ai envie de faire autre chose et que je rebascule sur autre chose. Ça, c'est vrai que je peux pas savoir. Potentiellement, ça peut arriver. C'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que je pense que quand on se reconvertit une fois, on se dit bon bah en fait je l'ai déjà fait, c'est possible, donc tu te fermes pas la porte. Oui, totalement. Après, les gens se mettent des freins. Après, ça peut être des freins financiers, d'organisation, d'enfants. En vrai, pour voir un peu les parcours autour de moi, il y a quasiment rien qui est un frein. Enfin, pour changer, très peu de choses nous empêchent de tout changer. Oui, tout est possible. C'est plus ce qu'on a dans la tête finalement. Oui, c'est ça. Et on a quand même de la chance en France d'avoir un système selon comment on goupille le truc, avoir quelques aides, avoir une solution. Enfin, il y a toujours une bascule. Il y a la possibilité de toucher son financement Pôle emploi pendant 1 an, pendant qu'on monte un business. Enfin, on est quand même bien lotis, même si pas tout est parfait, mais c'est quand même une chance. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Alors, je sais pas comment le tourner, mais ça, c'est ce qui m'a fait changer. C'est une copine qui m'a dit, donc là, t'es au maximum de ce que tu peux avoir. Là, il faudrait que tu changes ta vie, parce que sinon, là, tu seras au maximum de ce que tu peux avoir. Et ça m'a fait prendre conscience que si on se lève le matin, qu'on est là, on se dit, ok, en fait, là, j'aime pas, mais je suis au max. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer? Et c'est ce qui m'a fait changer, voilà, de pas se contenter de ce qu'on a, de toujours essayer de faire mieux. Oui, parce qu'il y avait un côté, il n'y avait pas de perspective d'évolution possible dans ta situation. Exactement. Et je voulais pas, je me suis projetée 20 ans après, toujours pareil. Et ça m'a mis une gifle et je me dis, ok, en fait, non, je peux pas.
mais je vais changer. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour les auditeurs, tu vois, qui sont comme ça, qui hésitent un peu et voilà, qu'est-ce qui fait que tu te dis, bon, allez, c'est bon, j'entame le projet et c'est maintenant? S'ils pensent que c'est viable, c'est-à-dire si vraiment leur sentiment profond, ok, je vais pouvoir en vivre et ça va me rendre heureux, faut foncer. Je pense qu'il y a toujours une petite voix au fond de nous qui dit, ok, je peux y arriver. Maintenant, faut que ça soit viable. Voilà, moi j'encourage pas non plus tout et n'importe quoi. Voilà, il y a des mais et après voilà de se lancer et pas trop, c'est bien d'écouter les gens, des fois en fait faut écouter les bonnes personnes. Voilà, c'est pas de pas écouter les gens, c'est écouter les bonnes personnes. Des gens qui ont réussi à faire ce que nous on voudrait faire, c'est-à-dire plutôt que ceux qui l'ont pas fait. Voilà, vaut mieux écouter quelqu'un qui a réussi dans un domaine et qui a réussi à entreprendre un projet et suivre ses conseils plutôt que la personne qui est restée au même statut et qui nous dissuade de faire ce qu'on a envie de faire. Ouais, ça c'est un super conseil. En tout cas, de pas écouter les personnes qui justement donnent des conseils alors qu'elles, voilà, finalement, elles n'y connaissent rien. Elles n'ont pas du tout été là où tu veux aller. C'est ça. C'est ça. Un grand merci Léna, donc je mettrai tes réseaux sociaux pour les auditeurs qui voudraient voir tes créations. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi aussi également pour cette interview, c'était vraiment super. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.